de mon combat sans reculer et de mes prises de position contre les antivaleurs. Donc au moins mon combat, je suis satisfait parce que j'ai fait ce que je devrais faire. Mais par rapport à la lutte de l'Assemblée provinciale, je dirais que non, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que, si vous vous rappelez bien, c'est à la troisième motion que la majorité des députés a accepté de se ranger du côté du peuple. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est parce qu'on allait vers les élections pour essayer de draguer un peu la population en disant « nous étions du côté du peuple ». Mais n'eût été cela, c'est depuis 2020 qu'on aurait vu la gouvernance de la province être changée et que les projets de développement puissent commencer, parce que celui qui était et qui est toujours à la tête de la province aujourd'hui a brillé par des antivaleurs. Je ne suis pas satisfait parce que malgré le nombre de fois qu'on a destitué le chef de l'exécutif provincial, il a été ramené par le pouvoir central, comme pour dire que le pouvoir central méconnaît le rôle des députés provinciaux, comme si le pouvoir central est en train de vouloir instaurer la dictature, comme qui dirait, parce que le chef de l'État l'avait dit, qu'il faut qu'on commence à nommer les gouverneurs de province, comme pour dire que ce sont ces assemblées provinciales qui élisent, qui maintiennent la démocratie dans notre pays, sont à abattre, sont à éliminer. Et je me pose des questions, parce que le chef de l'État l'avait dit, je peux le répéter ici, il avait dit que la Constitution favorise le tribalisme par le vote. La Constitution actuelle favorise le tribalisme parce qu'on vote pour les gouverneurs de province. Et si on élisait les gouverneurs de province, il n'y aurait pas de tribalisme. Il avait dit ça où? Il avait dit, je peux vous balancer des vidéos, je peux vous balancer des audios, c'est plein partout. Et il était en train de répondre à sa chargée de communication. Et ce que je peux dire est que demain, nous risquons de nous retrouver avec 26 gouverneurs de province issus d'une même tribu. Et si vous osez dire qu'il gère mal, on dit que c'est le tribalisme. Vous ne l'aimez pas parce qu'il n'est pas de votre tribu, il n'est pas originaire de votre province. Nous risquons d'avoir tous les commandants de régions militaires et tous les commandants, les inspecteurs de police d'une même tribu. Nous risquons d'avoir tous ceux qui chapeautent l'ANER, le DGM et même les procureurs généraux, parce que nommés par le chef de l'État, d'une même tribu. Et en ce moment-là, ça sera la dictature qui ne dira pas son nom. Raison pour laquelle je ne suis pas satisfait de la prestation de l'Assemblée provinciale. Et vous aviez milité pendant à peu près 5 ans pour faire partir Théon Ngouabi Kassi, l'actuel gouverneur de province, de la tête du Sud Kivu, la province du Sud Kivu. Mais qu'est-ce qui avait fait à ce que votre élite n'aboutit pas aux résultats que vous voulez avoir? Oui, comme vous le savez très bien, nous l'avons destitué selon les textes légaux et réglementaires. Donc le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, la Constitution et la loi relative à la portant principe relatif à la libre administration des provinces. Nous avons usé de nos droits, conformément au texte. Mais le pouvoir central, qui avait des intérêts, a décidé qu'il n'avait pas besoin de la population du Sud Kivu que nous représentons, mais que le pouvoir avait besoin d'un seul homme capable de lui donner tout ce dont il a besoin, même le suffrage des gens. Et c'est ainsi que notre combat s'est buté à une résistance au niveau de la présidence de la République, où nous avons été reçus par le chef de l'État lui-même, le magistrat suprême lui-même, par 2 fois. Et il nous a promis qu'il prenait acte de la déchéance du gouverneur de province. Il a pris acte de la déchéance. Mais, à notre grande surprise, c'est un ministre ou un chef d'un parti politique qui dit, écoute, monsieur le président, tu n'as pas le droit de prendre cette décision. Nous, on a jugé autrement. Et donc, nous avons été confrontés à une décision du magistrat suprême qui ne s'assume pas, qui prend acte et dont les services environnants empêchent de jouir du pouvoir que le peuple lui avait donné. Pourtant,
nous pensions qu'on donnait l'autre pouvoir à un homme qui était capable de l'exercer et qui voulait l'exercer. Et pour ceux qui estimaient que Théo Ngouabidje était donc plus fort que tous les députés motionnaires, comme on les appelait ici au Sud Kivu. Mais ce n'était pas un jeu de catch ou de boxe, où on va dire qu'il y a quelqu'un qui donne un coup de boxe et il est plus fort que les autres. La force réside dans la loi. La force réside dans le respect de la loi. Et nous dirons que nous avons été plus forts parce que nous avons montré à la face du monde que nous sommes en face d'un régime qui ne respecte pas les textes. Et nous sommes la première province à le démontrer. Parce que nous sommes allés jusqu'à user de tous les droits nous reconnus par la Constitution, en allant même par la mise en accusation. Et nous avons mis en accusation le gouverneur de province pour qu'il réponde devant les juridictions de notre pays. Mais, étant donné que c'est l'homme du chef, pour le chef, il est plus important que les 7 millions d'habitants du Sud Kivu, et que lui seul peut le faire élire comme président de la République au Sud Kivu, il a décidé qu'il n'avait pas besoin de perdre son deuxième mandat en écartant celui qui peut lui donner le suffrage, celui qui peut, sa seule voix compte plus que la voix de 7 millions d'habitants. Et donc, ce n'est pas qu'il a été fort, non, parce qu'il a été destitué, il a été rappelé à Kinshasa, il a attendu, mais ce qui a fait que l'injustice qui a régné dans le chef du magistrat suprême, ou alors, je ne sais pas si je vais l'appeler incompétence, ou irresponsabilité, ça fait à ce qu'il puisse être reconduit par le ministère de l'Intérieur, alors que le président de la République a déjà pris acte. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, et je pense que c'est la dernière fois que cela se passe, où le président de la République, élu avec le pouvoir de toute la population, s'est fait recadrer, corriger et même intimider par un ministre qu'il a nommé lui-même. Ça sera la toute première fois, et je pense la dernière fois, et malheureusement, c'est au Congo, malheureusement, c'est avec le chef de l'État actuel. Et pour ces 5 ans passés, les 5 ans du pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que la province du Sud Kivu était bien servie? Vous, comme député provincial, avez-vous estimé que cette province était bien servie? Je pense que la population peut répondre à cette question. Parce que la province du Sud Kivu, pour dire qu'elle devrait être servie, elle produit, elle est productrice. Et elle devrait jouir de sa production. Mais notre province s'est vue ravie, puisée, pillée même de toutes ses ressources. Tenez, nous avons aujourd'hui des Chinois qui continuent à exploiter des minerais de manière industrielle au niveau de Mwenga, de Chabunda et ailleurs. Et ils ne sont pas contrôlés, donc ils ne sont sous contrôle de personne. C'est la complicité du chef. On nous dit même que des militaires, parce que ce sont des militaires qui s'occupent de la sécurité de ces Chinois, pas même des policiers congolais, mais des militaires congolais, mais qui échappent au commandement du chef d'état-major. Mais il y a des missions qui étaient effectuées par vous, députés, mais vous ne vouliez pas le rendre public. Mais comment vous pouvez dire ça, monsieur le journaliste? Vous faites des investigations. Nous avons rendu public les rapports et c'est pourquoi nous avons voté des motions. Et nous sommes allés même à Kinshasa par rapport à ça. Nous avons étalé ça sur la table du chef de l'État. Nous avons été voir le ministre de l'Intérieur par 6 fois, à mon avis. Plus de 10 fois, on a été voir les premiers ministres. On a vu la première dame par une fois. On est parti voir le président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle plutôt, une fois. Et donc, nous avons fait tout ce qu'un député peut faire. Nous avons même quitté notre province pour aller rester et faire un sit-in de 6 mois au niveau de Kinshasa pour que la population puisse avoir gain de cause. La province du Sud Kivu n'a jamais été servie. C'est la raison de tout ce que nous avons fait comme balade. Regardez, dans le programme de 100 jours, il était prévu qu'on ait une vingtaine de kilomètres dans la ville de Bukavu. Jusqu'à présent, vous en savez quelque chose. Je pense que nous sommes à 2 ou 3. La province du Sud Kivu devrait avoir des routes de dessertes agricoles. Aujourd'hui, on ne sait même pas arriver à Walungu, ici. Et là, je le dis avec larmes dans mon cœur, j'ai dirigé la campagne du chef de l'État dans la ville de Bukavu, à mes frais. Et je le regrette énormément aujourd'hui et je demande pardon au peuple parce que j'avais été induit en erreur et j'avais induit le peuple en erreur et on ne peut pas commettre une erreur 2 fois. Quand nous sommes allés en campagne à Walungu, c'était par route. Il y avait la pluie, mais il n'y avait pas de problème, on est rentré quand même. Quand nous sommes allés à Uvira, c'était par route. Je me rappelle qu'on est arrivé même ici à Bukavu à 1h du matin en provenance d'Uvira. Aujourd'hui, pour atteindre Walungu, le bilan de 5 ans, c'est impossible, il suffit qu'il y ait un peu de pluie, vous n'arrivez pas.
Quand mon président national était venu dans la tournée de paix, qu'il a appelé la caravane de paix, nous sommes allés jusqu'à Mwenga par véhicule, sous la pluie d'ailleurs. Aujourd'hui, même sans pluie, on ne s'est pas arrivé à Mwenga. On ne s'est pas arrivé à Fizi. Pourtant, nous sommes allés avec mon chef jusqu'à Baraka. Mais déjà, pour arriver à Ouvira, c'est un problème. S'il pleut, vous ne savez pas faire passer vos véhicules dans des rivières. Donc, la province du Sud Kivu connaît un bilan très négatif parce qu'il y a eu une grande régression. Là où il y avait des routes, il n'y en a plus. Là où les gens travaillaient, pour parler des salaires, là où les gens travaillent, c'est chaque jour aujourd'hui qu'il y a des plaintes au niveau des agents du gouvernement provincial qui ne sont pas payés depuis 6 mois. Nous, députés provinciaux, n'en parlons pas. Nous avons 19 mois impayés, bientôt 20 mois déjà, impayés, alors que la population paye ses taxes et il y a toujours des recettes et il y a des minerais qui sont exploités de manière industrielle. Donc la province du Sud Kivu n'a pas été servie. Au contraire, à mon avis, elle a été vraiment pillée, elle a été appauvrie, elle a été paupérisée, elle a été détruite par le régime en place. Et je pense que ça doit être un complot du pouvoir central. Si ce n'est pas pour balkaniser le pays, ça veut dire que c'est pour tuer l'influence d'un seul homme qui est Vital Kamerhe dans la population, dans la province du Sud Kivu où il est plus fort, afin que le plan de balkanisation puisse avoir enfin lieu. Voilà, Omer Boulakali, vous étiez entré au pouvoir, vous comme Union Sacrée, comme INC, comme député provincial ici dans la province du Sud Kivu, vous étiez entré au pouvoir. La province du Sud Kivu avait encore des immeubles, des maisons, des parcelles et des terres presque partout. Mais 5 ans après, la province ne reste qu'avec, je ne sais pas s'il y a encore des terres, des maisons, des immeubles qui restent pour l'État congolais ici dans la province. Comment est-ce que vous ne vous culpabilisez pas ou vous ne trouvez pas que la population demain au lendemain peut revenir vers vous pour vous dire que vous avez participé à ce complot de vouloir donc dépouiller la province de tous ses biens? Monsieur le journaliste, la population est d'accord avec moi. Il y a des députés qui ont contribué à la ruine de la province et il y a des députés qui se sont battus pour que cette province ne puisse pas tomber en ruine. Moi, je suis de ceux-là qui ont lutté pour que la province ne puisse pas tomber en ruine. C'est ainsi que la toute première interpellation contre le gouverneur ou vis-à-vis du gouverneur de province avait été la mienne. Et vous en savez grand-chose. J'ai été le seul à voter pour, au niveau de la plénière, seul député contre 47 a voté pour que le gouverneur de province soit interpellé. Et à ce moment-là, d'ailleurs, si je me rappelle bien, il y avait insécurité. On tuait des gens partout. Et même une sentinelle d'une dame députée chez Congocom, qui était tuée, abattue à son lieu de travail, ligotée et tuée. Son corps gisait encore à la morgue, mais on a dit qu'il n'y avait aucun problème, comme si cette personne-là ne valait pas. Et toutes les autres interpellations, motions et mises en accusation, j'ai été parmi les premiers, parmi les initiateurs et toujours signataire, parce que je ne pouvais pas accepter que ma province puisse être pillée. Vous vous rappelez que nous avons été dans une mission parlementaire pour aller voir les parcelles de l'État qui avaient été spoliées. Nous sommes allés jusque même au niveau des INERA, où des parcelles se distribuent comme des saucissons. Nous sommes rentrés ici dans la ville de Bukavu. Nous sommes allés même empêcher la spoliation du terrain de football d'Indendere où restait le ACR. Même au niveau de l'Institut d'Ibanda, une école de l'État, où des parcelles étaient déjà distribuées. On disait on veut donner à l'UNICEF, mais c'était des individus. Et jusqu'à présent, il y a même des familles, j'en connais une ou deux, qui ont désormais des parcelles au milieu même des installations de la tenue d'Ibanda. Donc nous nous sommes battus pour voir comment nous pouvions récupérer les maisons de l'État. Mais le chef de l'État, lui, a estimé que ces maisons n'avaient pas de valeur. Il y en a quelques-unes. Par exemple, la maison où vit le ministre Jérémy Bassimane aujourd'hui, qui est candidat député provincial et je pense national, mais qui est aussi député provincial comme moi, mais passé ministre dans l'autre camp. La maison où il vit est une maison de l'État qu'il est en train de spolier au vu et au su de tout le monde. Et nous sommes en train de dire non, ça ne peut pas avoir lieu. Au moins les quelques maisons qui restent, nous devons les récupérer. Et même les maisons qu'on avait prises comme ça, parce qu'on a voulu les prendre, nous disons,
Ce régime qui va tomber demain avec les élections du 20 décembre, dès qu'il est tombé, nous récupérons toutes ces maisons, nous les redonnons à l'État. L'État congolais doit récupérer ses droits et jouir de ses biens. Et je pense que le peuple congolais qui va nous élire massivement ne sera pas déçu du combat que nous allons poursuivre, que nous allons continuer à mener, parce que nous aurons un magistrat suprême qui est consciencieux et qui aimerait que notre province puisse enfin décoller. Voilà, parlons maintenant des élections prévues en décembre 2023. Vous êtes l'INC, vous portez rouge-blanc, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous accompagniez Denis Mukwege, qui n'est pas de l'Union sacrée? Vous abandonnez donc le regroupement politique créé par celui que vous considérez comme votre idole pour aller accompagner quelqu'un qui est dans l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je vais vous corriger un peu. Je n'ai pas abandonné mon regroupement, je n'ai pas abandonné mon parti politique. Je suis cadre de l'UNC, parmi les hauts cadres d'ailleurs, parce qu'étant député, je suis membre du directoire politique national déjà d'office selon le texte. Donc je suis cadre de l'Union pour la nation congolaise, mon pays. Et mon pays avait adhéré à l'Union sacrée. Et moi-même, j'avais adhéré. Vous allez voir sur la liste des députés qui avaient adhéré volontairement à l'Union sacrée, mon nom et ma signature. Donc je suis doublement de l'Union sacrée, contrairement aux autres qui ont suivi juste le parti. Mais être à l'Union sacrée n'a pas de personnalité juridique et donc être à l'Union sacrée, c'est juste un acte d'engagement. Je m'engage, je peux me désengager. Je peux respecter telle chose et ne pas respecter telle autre chose. Ça parce qu'il n'y a pas vraiment de clause bien claire, il n'y a pas de règlement intérieur, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de personnalité juridique. Et ce que je peux peut-être vous montrer, c'est que mon parti politique, qui est l'Union pour la nation congolaise, qui est membre de l'Union sacrée, respecte les textes. Et là où il y a violation des textes, tel que vous me connaissez, moi, je ne marcherai pas. Ce que je veux dire là, ça veut dire ceci exactement. C'est ceci exactement. Le statut de mon parti stipule que le Congrès est l'organe suprême. Quand le Congrès a décidé, c'est fini, il a décidé. Pas même le président national. Le président national n'est pas un organe, n'est pas l'organe suprême. C'est le Congrès qui est l'organe suprême. Et ici, il n'y a pas eu de congrès. Vous le savez, vous êtes journaliste et vous faites des investigations. Il y a eu ce qu'on a appelé mini-congrès. Et le mini-congrès dans mon parti n'existait pas dans les statuts. Donc ce qui a été fait n'est pas statutaire, ce qui a été fait n'est pas légal parce que nos statuts sont mirés à la loi, aux lois du pays. Donc ce qui avait été fait en convoquant un mini-congrès n'est pas légal et par conséquent, moi je ne peux pas marcher avec. Deuxièmement, je suis quand même un homme de parole. J'avais déclaré dans mon parti, au sein de mon parti, que si Vital Kamerhe n'était pas candidat en 2023, moi j'opterais pour une autre candidature, la candidature du docteur Denis Mukwege, le numéro 15. Depuis 2021, je ne cesse de le dire. Après cela, nous avons organisé avec des collègues députés que vous connaissez tous, une caravane de paix et de sensibilisation pour la justice transitionnelle dans certains territoires de la province. Nous avons été là et nous avons dit, si Kamerhe n'est pas candidat, nous viendrons chez vous avec le nom du prix Nobel. Vous m'aviez vu influencer l'Assemblée provinciale pour amener le prix Nobel pour la première et l'unique fois où il a été devant un parlement ou une assemblée en RDC, c'était à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu où nous nous sommes battus pour qu'il soit là. Et donc, nous avons montré ce que nous voulons et nous avons expliqué pourquoi. Parce que d'abord, le bilan est largement négatif. Comme nous avons dit, notre province est en train de sombrer, notre pays aussi est en train de sombrer. Si on laisse le pouvoir entre les mains des gens qui ne connaissent que piller et arrêter les innocents pour les blanchir une année et 9 mois après, rien ne peut marcher. Parce que moi, je me dis, si Kamerhe était coupable, il resterait en prison. La justice l'a blanchi, ça veut dire qu'il n'était pas coupable. Et pourquoi passer une année et 9 mois en prison? Être humilié partout où tu passes, on t'appelle voleur pour rien. Et puis estimer que nous, ces enfants chéris, nous, ces enfants qui le portons dans notre cœur, nous allons accepter que nous puissions porter celui qui l'a humilié, qui l'a rabaissé et qui l'a divisé par je ne sais pas combien, que nous allons le porter. Ça, c'est d'abord un. Deux, comment pensez-vous que moi, avec ma tête, mon intelligence, je peux accompagner des antivaleurs tels que quelqu'un qui permet que les assemblées provinciales puissent être déconsidérées et qui, donc, par conséquent, pour tout dire, qui piétine notre Constitution? Comment voudriez-vous que je puisse accompagner la personne qui autorise que les minerais soient pillés par des étrangers?
alors que la province en a cruellement besoin et ne le trouve pas? Comment pouvez-vous penser un seul instant que je peux accompagner un régime qui a brisé tous les principes de la Constitution, tous les principes constitutionnels, en créant une majorité parlementaire à laquelle j'avais adhéré pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, à savoir l'union sacrée, loin de tout ce qui est légal? Comment pensez-vous qu'on peut faire ça? Si je me mets à énumérer, nous n'allons pas quitter ce studio. Vous l'avez accompagné en 2018? En 2018, on n'avait pas encore vu des antivaleurs. En 2018, dans mon parti, il y avait un congrès qui avait donné le plein pouvoir au président national, qui était candidat. Et en ce moment-là, c'était à lui maintenant de décider s'il continuait ou pas. Et quand il avait désisté, il n'y avait pas d'autre possibilité que de l'accompagner. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de ce congrès-là. Et on ne va pas dire qu'il n'y avait pas d'argent. Non. C'est quand on n'était pas aux affaires, on a organisé un congrès. Comment on peut ne pas avoir de moyens quand on a des ministres, on a des députés et consorts? Donc, tout ce qui peut se dire à ce niveau-là est que je ne peux pas accompagner un pouvoir, franchement, je ne peux pas accompagner un pouvoir qui nous ruine, je ne peux pas accompagner un pouvoir qui a des projets, des mauvais plans contre notre pays, je ne peux pas accompagner un pouvoir qui, visiblement, et même au vu aussi de tout le monde, a échoué. Parce que je répète ce que je disais ici, les routes où nous passions en 2018 pour aller battre campagne n'existent plus aujourd'hui. Et les salaires qui existaient avant, quand Kabila était président, n'existent plus aujourd'hui. Les assemblées provinciales qui étaient fonctionnelles correctement quand Kabila était président ne sont plus fonctionnelles aujourd'hui. Les dollars qui avaient un taux suffisamment stable quand Kabila était président connaît une dépréciation qui ne dit pas son nom. Le territoire national qui était entier quand Kabila était président, le M23 qui avait... Pour dire que votre parti politique a aussi échoué, l'INC. L'INC en soi, c'est juste un parti politique qui a vu son président national être mis en prison. On dit qu'on l'a blanchi et acquitté, mais pour moi, je considère qu'il continue à être le prisonnier du chef de l'État parce qu'il ne s'exécute plus librement. Désormais, il reçoit des injonctions. Et regardez, celui qui avait désisté en faveur du président de la République actuelle, aujourd'hui, il n'est même pas le chef de la campagne du chef de l'État dans le coin où nous vivons, alors que c'est le parti majoritairement élu, avec le plus de députés, donc les mieux implantés, avec un homme avec actuellement, un grand charisme. Je ne sais pas, je pense que c'est à Beni pour battre campagne pour le président de la République. Oui, ça, il est en train de s'exécuter pour qu'il puisse garder sa vie, à mon avis, parce qu'il ne le fait pas de bon cœur. Je le connais et je peux lire même dans ses pensées pour avoir vécu longtemps avec lui et ayant des capacités de discernement qui ne sont pas données à n'importe qui. Je vais vous demander un peu, journaliste, je vous ai vu le samedi passé, quand mon président national Vital Kamerhe était de passage ici. Dans son discours, qu'est-ce que vous avez relevé? Vous êtes quand même intelligent. Quand il dit, et là, excusez-moi, je vais vous prendre quelques minutes pour l'expliquer clairement à la population. Quand il dit que celui qui vous a dit qu'il peut terminer la guerre en 6 mois, vous a menti. La guerre ne peut pas se terminer dans 6 mois avec l'ancienne armée que nous avons, parce que c'est une armée mixée. Il y a le RCD, il y a le MLC, il y a le RCD KML, le RCD national, l'ancien CNDP et demain le M23. Mais c'est tout un message. Donc on ne peut pas gagner la guerre. Ça, c'est ce qu'il nous a dit. On ne peut pas gagner la guerre avec cette armée. Donc, détrompez-vous, tout ce qu'on fait là, c'est de la mascarade. Et bientôt même le M23 va se retrouver dans la même armée pour continuer encore à gâter la fête. Et quand il le dit de manière crue pour que les intelligents puissent le comprendre. Et quand on avance dans ses propos, il dit, écoutez, il n'y a plus de route vers Walungu, à Uvira on passe comme on serpente, vers Mwenga il n'y en a plus, Chabunda c'est depuis longtemps. Bon, et à la fin il explique, les pays étaient déjà dans le gouffre, il fallait qu'on remplisse un peu pour qu'on mette la fondation où Fachi va construire. Parce que la priorité des priorités, c'est financer la guerre à l'Est, donc la guerre au Nord Kivu, et on va continuer jusqu'à ce qu'on la gagne. Mais ce n'est pas une contradiction, c'est juste un message parce que Kamerhe n'est pas de la basse-cour pour se contredire à tout bout des champs. Mais là, il disait à la population, et il le disait vraiment clairement, en disant, on va prendre tout sous prétexte de la guerre. Comment une armée qui ne peut pas gagner la guerre
va prendre tous les moyens de la République pour se battre, chercher à gagner une guerre, alors qu'on sait que c'est une mosaïque qui ne peut pas gagner la guerre. Donc il nous a dit clairement, n'attendez pas de route de ce régime. N'attendez rien, aucun projet de ce régime. Tout ce que vous pouvez avoir, ce sont des étrangers qui viennent creuser vos minerais. C'est tout. Mais n'attendez rien d'autre de ce régime parce que c'est un régime qui a échoué. Mais regardez un peu, monsieur de la presse. Comment vous pouvez me dire que le pays était dans un trou, mais il y avait déjà des routes, il y avait au moins quelques routes en terre battue. Mais le pays était dans le gouffre. En remplissant, en essayant de remplir le gouffre, les routes disparaissent. Mais c'est peut-être l'inverse, que le pays était à la surface, mais il y a un gouffre qui s'est créé, et voilà que le pays est déjà dans le gouffre. Mais il n'y a que des intelligents qui peuvent comprendre ces propos de Vital Kamerhe. Il est tellement intelligent que beaucoup de gens ne saisissent même pas la portée de sa pensée, la portée de sa parole. Voilà. Donc le pays a régressé, Vital Kamerhe l'a reconnu, il nous a expliqué clairement à la place de l'indépendance que nous n'aurons pas de route parce que tout l'argent ira à combattre le M23 par une armée qui ne peut jamais gagner la bataille. Donc c'est un message codé passé par Vital Kamerhe. Un message intelligent, clairement intelligent. Il n'y a que les intelligents qui peuvent le décoder. Et pourquoi il n'a pas voulu être clair? Et je vous ai dit qu'il est toujours prisonnier du pouvoir en place. S'il ose le dire, demain il est décapité. Et regardez un peu, si nous pouvons parler quand même un peu de la fin de la guerre. Quand on nous dit que le chef de l'État s'est engagé dans la restructuration de l'armée afin de combattre le M23. Nous avons une armée, on dit que cette armée est incapable de gagner la guerre parce qu'elle est mélangée. On va réformer ou créer une nouvelle armée qui viendra remplacer celle-ci. Tous ces militaires iront où? Ils vont constituer une nouvelle rébellion et on va être dans un éternel recommencement, dans un cycle de guerre. Si ces militaires déjà qu'on a taxés de mosaïques, de mélanges, et on ne sait pas, à moins qu'on nous dise qu'on va les tuer tous, et si on les tuait tous, je pense que nous, les enfants des familles militaires, je me mets parmi eux, même si je ne suis pas de la famille militaire, ça veut dire qu'on nous dit que bientôt nous n'aurons plus de parents. Et en ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous nous organisons pour défendre nos parents. Donc, on nous a dit un peu clairement qu'avec ce régime, rien ne peut marcher. Et c'est à nous maintenant, avec l'intelligence que Dieu nous a dotée, que c'est à nous de réfléchir sur ce que nous pouvons faire. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est de choisir des dirigeants, un président de la République capable de mettre fin à tous ces cycles, capable d'amener le pays dans une paix durable. Et moi, j'ai lu un peu les plans des autres. Il y a le candidat Moïse Katumbi qui n'a aucun plan. Il dit simplement qu'il peut terminer la guerre dans 6 mois. Mais bon. Et les autres, j'ai lu, je n'ai rien trouvé qui puisse mettre fin à la guerre. Et d'ailleurs, on nous dit qu'elle ne peut pas prendre fin. Ça, c'est le régime en place. Omer Boulakali, certaines de vos images ont fuité. Vous étiez parti accueillir Vital Kamerhe, vous qui êtes actuellement du côté du docteur Denis Mukwege. Est-ce que cela ne donne pas raison à quelques personnes, une couche de la population, qui estiment que vous êtes pion de l'Union sacrée dans l'opposition? Je ne suis même pas dans l'opposition. Je vous ai dit que je suis membre de l'Union sacrée. Donc, mais qu'est-ce que vous faites alors dans l'opposition? Je ne suis pas dans l'opposition, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Je suis membre de l'Union sacrée, je suis de l'UNC, je n'ai pas démissionné et je ne peux pas démissionner de l'Union pour la nation congolaise qui est un parti qui se trouve dans l'Union sacrée. Si je me retire, moi, de l'Union sacrée, je dois devoir me retirer aussi de mon parti politique parce que mon parti politique est dedans. Et ça, je ne le ferai pour rien au monde. Mais je dois dénoncer ce qui ne marche pas au sein de l'Union sacrée parce que être dans un parti, je ne suis pas... Mais pas vous rebeller jusqu'à ce point, aller soutenir un candidat qui n'est pas donc, qui n'a pas l'idéologie de votre parti politique. Ce n'est même pas une rébellion, c'est le pragmatisme. Je suis pragmatique. C'est le réalisme politique. Parce que j'ai été élu par le peuple. Je me suis engagé dans la politique active pour servir le peuple. Pas pour servir un individu, pas pour servir un parti politique. C'est au travers d'un parti politique que je dois servir le peuple. Et là, jusque-là, mon combat n'est pas contre le peuple. C'est plutôt pour les avantages, pour les intérêts du peuple. Si les partis politiques deviennent des prisons idéologiques, comme je l'ai toujours dit, en ce moment-là, ils n'auront pas le droit d'exister. Dans les partis politiques doit régner la démocratie, les débats, l'échange des idées. Parce que des chocs des idées jaillit la lumière du temps. Et voilà. Et moi, Omer Boulakali, le candidat député national numéro 15,
J'accompagne le prix Nobel, candidat indépendant, numéro 15 aussi. J'ai toujours dit que ça, c'est la combinaison divine, où il y a 15 et 15, où le choix ne va pas poser problème. Si j'accompagne, c'est parce que je trouve qu'au sein de l'Union sacrée, où je ne suis pas vraiment prisonnier, je ne suis pas esclave, je suis libre, je suis démocrate, le candidat qu'on a proposé à l'Union sacrée n'est pas celui qui peut aider le pays, qui peut aider le peuple. Et maintenant, pourquoi vous n'aviez pas choisi Fayulu ou Katumbi? Pourquoi seulement Mukwege? D'accord, pourquoi je n'ai pas choisi Fayulu, pourquoi je n'ai pas choisi Mukwege, du moins Katumbi, mais j'ai choisi Mukwege. J'ai déjà écouté, j'ai déjà suivi les propos de Fayulu. J'ai déjà suivi les propos de Katumbi. J'ai aussi déjà suivi les propos de Mukwege. J'avais déjà été avec Mata Tamponyo une fois à Kinshasa, où j'avais pris le temps de l'écouter. Et ça ne demande pas 5 minutes pour comprendre que quelqu'un a des valeurs ou pas. Dans moins de 5 minutes, on comprend où est-ce qu'on va. Mais le temps que j'ai passé avec Mukwege, j'ai voulu le critiquer. Et si vous suivez mes premiers propos de 2019, je le combattais un peu, jusqu'à ce que je l'approche pour comprendre qu'il est riche en valeurs, qu'il incarne vraiment de grandes valeurs. Et je me suis dit, non, voilà la personne qu'on peut accompagner au cas où. Et j'ai choisi Mukwege, pourquoi? Parce qu'il a un programme au moins, que les autres nous donnent leur programme. Lui, il a au moins un programme, il a un plan d'action. Mais surtout, parce que lui parle surtout de la paix. On ne peut pas vous dire qu'on va vous construire des routes quand les balles sifflent. On ne peut pas vous dire qu'on va améliorer les conditions de vie quand les balles sifflent. On ne peut pas vous dire qu'on va s'occuper de votre social quand les balles sifflent. Et la seule personne qui dit clairement qu'elle se met comme priorité de priorité la paix, une paix définitive, c'est le docteur Denis Mukwege. Pas simplement le dire... Qu'on considère comme candidat des Blancs. J'aurais aimé d'ailleurs que tout le monde dise que c'est un candidat des Blancs. Je regrette qu'il y ait certaines personnes qui disent le contraire. Moi, je veux vous dire que c'est un candidat des Blancs. Et je vais vous expliquer comment, si vous me le permettez. Parce que l'actuel chef de l'État ici, M. Félix, ses enfants sont des Belges. Donc des Blancs à peau noire. J'ai appris même que son épouse aurait pris une fois la nationalité belge. Peut-être que lui-même aussi, sa mère aussi. Il venait de passer 25 ans non-stop en Europe chez des Blancs. Donc tout ce qu'il a mangé, tout ce qui compose ses cellules, c'est des Blancs. Tout ce qu'il a comme idéologie, c'est des Blancs. Il nous a dit qu'il avait étudié, certaines personnes disent que c'est faux, qu'il avait étudié dans des universités des Blancs. Tout ce qu'il a comme investissement, c'est chez des Blancs. Si je prends le candidat numéro 3 qui est Moïse Katumbi, lui n'en parlons pas, il est moitié blanc, moitié africain. Donc si on parle de blanc, lui il est d'office blanc parce qu'il a le sang blanc qui coule dans ses veines. Alors si on cherche des candidats de blancs, c'est lui qu'on peut voir. Mais si on dit que Mukwege c'est le candidat de blanc, moi je vais dire oui. Je vais dire oui comment? Parce que tous les candidats que nous avons sont des candidats de blancs. Tous sans exception sont candidats de blancs. Mais il n'y a qu'un seul qui, en allant vers le blanc, il leur a montré qu'il pouvait travailler avec nous, Congolais. Comment ça s'est fait? Regardez, et ça, je l'assume. Pourquoi il y a la guerre à l'est de la RDC? C'est parce qu'il y a le minerai et on attend le pétrole. Et il y a le minerai, et pourquoi nos dirigeants ne se battent pas contre? C'est parce qu'ils se disent, si jamais demain, ces blancs venaient au Congo, qu'ils introduisaient, qu'ils installaient leur comptoir, qu'ils achetaient ces minéraux à un prix acceptable, ils n'auraient plus la possibilité de voler. Alors, ils préfèrent que les minéraux passent par des pays étrangers sous prétexte de la guerre, qu'ils entretiennent eux-mêmes pour qu'ils puissent avoir des dividendes non contrôlés au détriment de leur pays. Et c'est une méchanceté qui ne dit pas son nom. Donc, pour Mukwege, lui, il n'est plus question que les minéraux du Congo soient achetés au Rwanda ou en Ouganda. Non. Pour nos dirigeants actuels, vous avez appris qu'avec le chef de l'État actuel, il avait décidé que nos minéraux soient désormais raffinés au Rwanda. Ça quitte le Congo, ça arrive au Rwanda. C'est à partir du Rwanda qu'on va déclarer qu'est-ce qu'on a produit. Et si on a produit 10 tonnes, le Rwanda peut dire la moitié d'une tonne parce que les dirigeants ont pris peut-être 5 tonnes, le régime rwandais aussi 4 tonnes et demie. Et
partout dans la République. Allez même au Katanga, allez à Kisangani, allez même à Kinshasa, dans la capitale congolaise, où il vient d'acheter un immeuble qui abrite déjà la clinique Panzi pour soigner les femmes qui souffrent de fistules vésico-vaginales, qui provenaient toujours de l'Ouest, souvent de l'Ouest, pour venir se faire soigner à l'hôpital de Panzi. Mais au moins, il approche ses soins de ces dames-là. J'ouvre une parenthèse, la fois passée, quand on remettait l'enveloppe le chèque pour la caution au prix Nobel, j'étais à Panzi, j'ai vu des dames, une dame du Kasaï souffrant d'une fistule, une dame de Bandundu souffrant d'une fistule, une dame de l'Équateur souffrant d'une fistule et une dame du Congo central souffrant d'une fistule. On les avait amenées. Ce sont des dames qui vivent une vie vraiment difficile, mais pour se faire soigner, il fallait qu'on embarque dans des avions payés par Mukwege pour venir se faire soigner à Bukavu gratuitement, nourrir gratuitement, soigner gratuitement, loger gratuitement, et après guérison, on va payer les transports et même les réintégrer, la réinsertion dans la société après avoir passé 2-3 mois. Beaucoup disent que c'est l'argent des Blancs qu'ils utilisent pour exécuter ces projets. Et moi, je veux poser la question, ces Blancs-là, ce sont des cousins à ces dames du Congo. Dire, bon, je te donne de l'argent pour soigner des gens au Congo central que tu ne connais pas, le jour où il y en aura, tu les soignes. Mais pourquoi quand on amène ces dames, Mukwege ne dit pas, attendez le jour où vos Blancs vont payer pour vous, je vous soigne. Il faut quand même qu'on reconnaisse les valeurs des gens, qu'on reconnaisse la libéralité des gens, qu'on reconnaisse l'essence du partage des gens. Et si on parle de l'argent des Blancs, alors qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du pays? Parce que nous avons un gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du gouvernement? Je suis médecin, j'ai une petite structure médicale privée où je soigne des gens. Je rencontre des gens qui ont des difficultés énormes, incapables de se payer $5 pour des soins qui coûteraient $1000. Et en ce moment-là, le gouvernement fait quoi? Le gouvernement vient me dire, majore la facture pour que tu nous payes des taxes. Au lieu de s'occuper de ces gens. Mais Mukwege, lui, peu importe l'argent d'où il tire ça, au moins il utilise ça sciemment. Et vous pensez que notre pays, au niveau du gouvernement, on n'a pas de bailleurs, on n'a pas de financiers, on n'a pas de partenaires, comment vous l'appelez encore, les partenaires économiques et financiers, ou techniques et financiers, voilà. Mais quand ils viennent avec l'argent, on dit que la France a donné ou a aidé la RDC avec autant de millions de dollars. Ça part où? Mais ça ne fait rien. Pourquoi ne pas disponibiliser ça? Si réellement c'est l'argent des Blancs, je doute, parce que l'hôpital de Panzi produit quand même. Mais si c'est l'argent des Blancs, si c'est un financement des Blancs, d'accord, en ce moment-là, qui fait mieux avec peu, que qu'on lui donne qu'il fasse mieux avec beaucoup. Parlons maintenant de la campagne du docteur Denis Mukwege. Comment évolue la campagne? Et je pense que la campagne du docteur Denis Mukwege n'est pas comme la campagne des autres. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des millions de dollars, parfois pillés au pays, pour tenter d'acheter la conscience des gens. Et on va multiplier des t-shirts, on va multiplier des je ne sais pas quoi, on va payer des mégaphones, on va donner de l'argent aux gens pour qu'ils puissent aller accueillir tel, et pour qu'on dise qu'il a une certaine popularité. Pourtant, ça ne veut pas dire le suffrage. Le vote se fait dans les isoloirs. C'est là derrière où on est seul, dans le secret. Et la campagne de Denis Mukwege, quand je vois la mobilisation qui est la sienne, quand je vois comment les gens sont en train de le suivre, quand je vois comment les gens sont attentifs à son combat, partout au niveau de la République démocratique du Congo, je veux dire dans chacune des provinces. Pour dire qu'il lui mobilise sans pour autant disponibiliser de l'argent? Je suis quand même proche de lui, je dirais même très proche. Je n'ai jamais vu où il donne de l'argent pour mobiliser. Et la preuve d'ailleurs, moi je suis proche de lui, la preuve qu'il n'a pas d'argent à distribuer, depuis qu'on a bloqué nos salaires, je n'ai pas de photo, vous voyez. Et si j'étais avec lui et qu'il avait de l'argent, je puisse mettre des photos, mais je n'en ai pas. On va aller aux élections, moi je vais gagner des élections avec un score élevé, mais sans avoir mis même une photo de visibilité. Pour dire que la population qu'on a vue à la place de 24 le jour de son arrivée était donc par sympathie ou comment? Non, mais c'était juste par amour, c'était juste par conviction.
la population était convaincue et voulait entendre son leader parler. Il n'y avait pas d'argent, je suis toujours dans l'organisation et je pense que, jusqu'à preuve du contraire, je chapeaute l'équipe de sa campagne dans la province du Sud Kivu. Je n'ai pas reçu un seul sou pour organiser son accueil. Son accueil a été fait spontanément. Et d'ailleurs, pour votre information, si la pluie ne menaçait pas et qu'il quittait la brasserie à pied jusqu'à la place de l'Indépendance, on n'aurait pas où mettre des gens. Parce que les gens étaient rangés le long de la route à partir de la brasserie jusqu'à la place de l'Indépendance pour l'accueillir et l'accompagner à pied. Mais comme il y avait eu menace de la pluie, il avait préféré prendre un véhicule et cette population n'a plus marché parce qu'elle se disait on risque d'arriver à la place quand le meeting aura déjà pris fin. Donc, il a été accueilli en prince, déjà. Il a été accueilli en roi dans la ville de Bukavu. Plus que quiconque d'ailleurs, je n'ai pas vu quelqu'un qui a eu un plein comme le sien. Et je vous jure que si jamais quelqu'un venait sans mettre l'argent pour la mobilisation en jeu, il n'y a personne qui aura les 1/10 de ce que lui a eu. Je suis en train d'apprendre qu'il y a des candidats qui ne sont même pas candidats présidents, mais qui distribuent qui de $10, qui de 50 000 francs, ce qui fait approximativement $20, pour que les gens aillent simplement écouter. Mais lui, non. Pour d'autres partis, il y a des porteurs de drapeaux. Je porte ce drapeau et je reste là et à la fin, pour retourner avec lui. Il n'a pas eu tout ça, d'ailleurs, il n'a pas eu même eu de drapeau. Et vous voyez, donc c'était par sympathie. Et dans d'autres provinces, c'est comment? Et vous êtes journaliste, faites l'investigation, vous avez des images. La première personne à remplir la place dite Osaka à Goma, c'était le docteur Denis Mukwege, sans donner un seul sou. Il y a même des gens qui demandaient qu'on leur paye les transports parce qu'ils viendraient de loin. Pas d'argent, on a dit non, si vous ne savez pas venir, restez à la maison, suivez ça à la radio. Parce que vous m'aimez, vous aimez votre candidat, votre futur président, même si vous n'êtes pas là, présent, vous allez quand même voter pour lui. Mais malgré la distance, la place là de Osaka a été pleine. Et regardez les autres candidats présidents, ce qu'ils ont fait. Et pour d'autres, sont un peu de gens, c'est qu'on profère des insultes, qu'on les eu voleurs, qu'on les eu talandengue au Bomimboka, ainsi de suite. Mais pour lui, c'était des applaudissements en disant notre père, notre frère. Regardez partout où il passe, à Kalemi, chez Moïse Katumbi, le plein qu'il a fait et l'espoir de la population dans le combat de cet homme. Moi, je me dis, avant de vous dire ce qui s'est passé à l'ouest, au Congo central, au Bandundu, ce qui est en train de se passer maintenant à Kisangani et ce qui va se passer à Isiro demain, vous vous rendez compte que la population en a marre avec les dirigeants qui ne font que piller, les démagogues, et veut un peu la rupture, pour qu'on fasse la rupture avec le passé et qu'on aille vers l'avant. Voilà, êtes-vous... Je ne sais pas si vous n'êtes pas sûr, je vais d'aller acheter des lunettes, ça veut dire que vous ne voyez pas clairement. Et je ne vois pas, moi, un candidat qui va faire face à Mukwege. Quel est ce candidat qui va jouer là où il passe? Quel est ce candidat qui n'a pas de l'argent pour qu'on vienne juste lui dire bonjour? À une population paupérie et appauvrie, les gens viennent pour avoir de l'argent, mais ils ne sont pas des Congolais. D'ailleurs, je peux vous dire que, curieusement et paradoxalement, c'est au Sud Kivu où il n'a pas beaucoup trop de sympathie. Même si c'est 80% de la population qu'il aimerait le voir ici à la magistrature suprême, moi je m'attendais à ce que ce soit les 100% parce que c'est ça chez lui. Il y a des provinces où il a plus de 80% de sympathie des gens. Est-ce qu'il est écouté par la population? Et je pense que comment la population... Est-ce que le docteur est bien écouté par la population partout où il passe? Mais comment pensez-vous qu'il n'est pas écouté? Pourquoi s'il n'était pas écouté, quand il change de ville, les gens ne viendraient pas? Et regardez, il vient de se déclarer candidat président il n'y a pas longtemps. Mais regardez déjà l'engouement. C'est plus que quiconque. Ce qui fait qu'il est vraiment écouté. Il est vraiment écouté. Et je suis en train d'insister sur le fait qu'il est suivi sans donner un seul sou, alors que les autres, on vient les applaudir pour qu'ils aient des sous, et après, parce qu'ils vont donner des sous, et après avoir donné de l'argent, on les insulte, on les hue. Et pourquoi il n'a pas voulu coaliser avec d'autres partis politiques de l'opposition pour constituer une force qui peut-être peut faire peur à l'actuel président de la République qui est aussi candidat?
Mais je vais vous dire que je suis d'accord avec lui. Je n'aimerais pas qu'il soit un candidat qui joue au jeu de ping-pong des politiciens en perte de vitesse. Quand quelqu'un a des valeurs qu'il défend, il les défend. Et lui, je vous ai dit que j'étais son proche, lui avait, avec les autres candidats présidents qui sont à l'opposition parce que lui, il est indépendant, il s'était mis d'accord qu'il fallait qu'on pèse les programmes et qu'on regarde les programmes qui pouvaient aider le pays. On allait voter pour les programmes et pas pour les personnes, pas pour les individus. Et arrivé à un certain niveau, monsieur le journaliste, il a présenté son programme et le premier point de son programme, c'était le schéma de sortie de crise, de sortie de la guerre et de la paix. Et puis il avait dit, moi, les autres schémas, vous pouvez les laisser. Mais s'il y a quelqu'un qui présente un schéma qui est meilleur que le mien, moi je l'accompagne parce qu'en ce moment-là, je vais accompagner un schéma, mais pas un individu. Et s'il n'y a personne, dans ce cas, vous m'accompagnez. Mais je peux vous dire qu'il y a un candidat, le numéro 3, qui était venu en disant, moi je peux sortir le pays de la guerre dans 6 mois. Il a dit, oui, ça c'est bien dit, mais comment? Présente le plan, il n'y en a pas. Pas même un bout de papier. Il dit oui, j'avais chassé Gédéon Kyungu dans 3 mois, donc le pays, je peux le récupérer dans 6 mois. On lui dit, mais Gédéon Kyungu, c'était un groupe armé, et ce n'est même pas toi qui l'avais chassé. Mais ici, ce sont des armées étrangères. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, demain, je viens avec le plan. Et au lieu de venir avec le plan le lendemain, il vient en disant, nous avons travaillé toute la nuit sur les critères d'éligibilité. Celui qui a des avions, des véhicules et des milliards en compte, c'est lui le meilleur candidat parce qu'il saura battre campagne. On dit, mais nous voulons sauver le pays. On ne veut pas accompagner quelqu'un simplement parce qu'il a acheté un avion. Il y a plein de gens qui achètent des avions mais qui ne peuvent pas gouverner. Avec quel plan tu vas? On dit, bon, je pars, on va réfléchir sur le plan. Et le soir, c'est Matata qui déclare qu'il accompagne le Moïse Katumbi, au lieu d'amener les plans. Jusqu'à présent, ces plans n'existent pas. Et si on leur pose la question, ils vont dire simplement dans 6 mois. Le plan, ce n'est pas dans 6 mois. Tout le monde peut dire, on veut terminer la guerre dans 6 mois, mais quel est le plan? Donc ça n'existe pas de plan. Et Mukwege ne va pas accompagner quelqu'un qui n'a aucun plan, qui est vide, un prix Nobel, un professeur d'université, qui accompagne quelqu'un qui dit seulement j'ai de l'argent. Mais bon, il a dépassé les valeurs de certaines personnes qui pensent que l'argent peut tout faire, que l'argent peut résoudre tous les problèmes. Voilà les raisons pour lesquelles il est là. Il dit, nous voulons sortir notre pays de la guerre, nous voulons sortir notre pays de l'insécurité et nous avons besoin d'un plan de sortie de crise. Et il peut même dire, moi je vais vous donner mon plan. Est-ce que vous êtes capable de l'exécuter? On ne sait même pas comprendre parce qu'il faut aussi aller à l'école parfois. Envoyez vraiment vos enfants à l'école pour savoir lire et comprendre ce qui est écrit. Il y a ceux qui ne savent même pas comprendre ce qui est écrit, pourtant se taper à la machine pour ne pas dire qu'il y a une écriture qui n'est pas bien lisible. Et Mukwege actuellement semble être isolé sur lui-même. Il est abandonné par presque tous les autres opposants. C'est comment est-ce qu'il pense qu'il peut évoluer seul et gagner ses élections? Est-ce que nous avons besoin de ce qu'on appelle l'engouement des fanatiques? Parce que en 2018, il y avait tous les partis de la majorité présidentielle qu'on appelait FCC. Il n'y avait pas d'isolement. Mais il y avait l'UDPS et l'UNC seul. Mais l'UDPS et l'UNC seuls, 2 partis politiques de l'opposition, avaient gagné les élections, là où il y avait des centaines de partis politiques. Et donc, le fait de se regrouper nombreux, on peut faire une association de malfaiteurs. Mais regardez un peu, ça c'est mon analyse, ça n'engage personne. Si vous regardez ceux-là qui sont avec Katumbi aujourd'hui, nous avons Matata qui vient du PPRD, et je ne sais pas là où il était avant, accusé de tout ce que vous connaissez, Bukangalonzo et autres. Regardez Deli Sesanga qui revient de RCD, des gens qui ont endeuillé la province du Sud Kivu, la République démocratique du Congo. Regardez Moïse Katumbi lui-même, qui s'incline chaque fois à Kigali et qui, lorsqu'il s'était parti pour le prix de Mont Ibrahim, avait déclaré ouvertement que Mukwege c'était son grand, ses grands. Quand pas Mukwege, je voulais dire, mais Kagame était son grand. Et donc quand Kagame a parlé, lui ne peut plus parler. Donc c'est son chef. Vous cherchez des vidéos, vous allez le voir. Il dit, comme Kagame a parlé, les chefs ont parlé, je ne peux plus rien dire.
Donc Kagame est le chef de Katumbi. Son épouse a grandi presque pas presque, mais dans la même cour que l'épouse de Kagame. Et pourquoi ils se sont partagés? Parce qu'on me dit que d'ailleurs, cette dame-là n'est pas la première femme de Katumbi, ça reste à vérifier. Mais pourquoi après on lui a dit abandonne celle-là, je te donne la copine ou la cousine à mon épouse? C'est pour qu'ils puissent bien jongler. Donc ce sont des beaux-frères pour commencer. Et donc, vous prenez des gens du PPRD accusés de travail pour le Rwanda, du RCD qui travaille avec le Rwanda, et un beau-frère de Kagame qui est président du Rwanda, vous les mettez ensemble, vous leur donnez des milliards, et vous voulez qu'ils viennent nous convaincre que nous pouvons compter sur eux pour mettre fin à la guerre. À moins qu'ils disent qu'ils vont donner au Rwanda ce que le Rwanda a toujours cherché, la balkanisation. Et c'est peut-être la seule chose qui, selon eux, peut mettre fin à la guerre en faisant sauter le pays en éclats. Et donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'être nombreux pour échouer ensemble. On a besoin de la qualité des gens pour réussir ensemble. Et si c'est une seule personne qui réussit et qui aide le pays, on en a besoin plus que des multitudes de personnes qui échouent ou qui gagnent les élections pour mettre notre pays en moule, pour mettre notre pays à genoux, pour tuer les peu qui nous restent. Et pour terminer, le message à la population de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes suivis presque partout. Merci beaucoup à la population de la République démocratique du Congo. Je suis en train d'envoyer un message de remerciement. Je remercie cette population qui a compris qu'il faut la rupture, qu'il faut changer, qu'il faut rompre avec le passé. Je remercie cette population qui est en train de manifester et de dire au chef de l'État actuel que s'ils pouvaient descendre, ils ne pouvaient même pas leur montrer là où ils ont construit un OSC pendant 5 ans. Je remercie cette population qui a pris son indépendance et sa liberté pour dire regardez comment vous avez tué le pays. Je remercie cette population qui crie haut et fort que les voleurs sont des voleurs. Je remercie la population congolaise en général pour sa prise de position. Je l'invite néanmoins à ne pas tomber en erreur. Nous avons un candidat congolais, un candidat rempli de valeurs, un prix Nobel reconnu mondialement. Quelqu'un qui peut aider le pays à avoir une paix définitive et enfin à décoller pour le développement. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui est venu au pays en sandales et qui est devenu multimilliardaire avec l'argent du Congo et qui a pris cet argent pour aller l'investir à l'extérieur. On nous dit que M. Katebe, frère à Katumbi, a presque tout son argent se trouve en Angola, alors que le Congo est pauvre. Et même dans le conflit qui oppose la RDC à l'Angola, dans l'enclave de Cabinda, il serait là celui qui financerait pour qu'on ravisse au Congo une partie de son territoire. Et si jamais on leur donne le pouvoir, je ne sais pas ce que ça peut donner demain. Et j'exhorte aussi la population congolaise de ne pas céder, parce que, et ça, ce que je dis, ça pèse. Il faut que ça pèse aussi dans la balance des Congolais. Quand le M23 est parti à Kinshasa pour y passer 14 mois, les Kinois le savent, ils sont sortis par des accords. Ils ont fini leur dialogue par des accords. Et le M23 s'est mué en parti politique en laissant les militaires à côté, pas en les rejetant, mais en disant, vous devenez une branche armée. Cette branche armée, on verra comment on va la gérer. Donc, il y a une branche politique du M23 et une branche militaire. La branche politique du M23 est membre de l'Union sacrée. C'est mieux en parti politique est membre de l'Union sacrée et soutient la candidature de Félix Tshisekedi. La branche armée, qui est soutenue par la branche politique qui est dans l'Union sacrée et qui soutient Félix, dit qu'elle est en train de se battre contre le pouvoir en place. C'est un mauvais jeu sale qui nous met à mal et qui, malheureusement, tue la population congolaise de l'Est. Je répète ici ce que mon président Vital Kamerhe disait, que l'armée ici ne peut pas gagner cette guerre parce que c'est une mosaïque et demain, le M23 va s'y retrouver. Donc c'est un plan concocté et la population congolaise qui en souffre aujourd'hui, qui souffre cette mafia aujourd'hui, que Vital Kamerhe a dénoncé intelligemment, merci, bravo à lui, la population congolaise a son destin en main. Il est question de faire son bon choix, le choix d'un président de la République. Moi, mon choix, c'est le docteur Denis Mukwege, le candidat numéro 15, et je demande à la population de la ville de Bukavu de porter aussi son choix, comme d'habitude, sur moi. Je suis aussi candidat député national numéro 15,
la combinaison divine, 15 et 15, et le tour est joué et les choses sont faites. Donc, quand on va voter, on vote pour le candidat du président de la République numéro 15 et pour le député national numéro 15, donc Denis Mukwege numéro 15, Dr Omer Boulakali numéro 15, l'homme qui ne recule devant rien, l'homme qui dit des choses telles qu'elles sont, l'homme qui appelle les chats par son nom, l'homme qui se bat pour des valeurs, l'homme qui avait seul combattu tout un ministère de l'économie en son temps, ainsi qu'un gouvernement provincial pour récupérer les marchés de Bichmouanzi qui avaient déjà été vendus, et l'homme qui a gagné et un ministère national et tout un gouvernement provincial, il porte le numéro 15 aujourd'hui. N'allez pas nous chercher très loin comme la fois passée, c'est le numéro 15 que je vous exhorte à choisir. 15 et 15 et le tour sera joué. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission face aux électeurs. Ibak Bagenda, c'est moi, j'étais à la présentation. La technique était assurée par Sami Bita. Nous disons ensemble merci à Omer Boulakali qui a accepté de venir partager ce sujet avec les auditeurs et téléspectateurs de Sven Media TV. Je dis également merci à la radio Sven. Je dis merci aux journalistes. Mais je dis plutôt merci à la population congolaise qui a prêté l'oreille, à la population congolaise qui ne va pas céder à la machination, à la population congolaise surtout celle du Bushi, là j'insiste, parce qu'il y a des politiciens qui ont pris le courage en main de mentir à la population en disant que le Bushi a été servi plus que toutes les autres tribus, avec comme seul objectif d'opposer les Bashi aux autres tribus. J'appelle tout le monde à la paix et à la cohésion nationale, et que les Bashi qui disent qu'ils ont été servis plus que les autres n'ont pas de route qui mène chez eux, ils n'ont pas une école construite, ils n'ont rien du tout. On a servi des individus, et des individus très méchants qui ont rempli leurs estomacs et leurs poches au détriment de la population. Donc les Bashi qui ont été nommés en grand masse au courant de cette législature sont une malédiction pour la population Chi, pour la population du Sud Kivu et pour la population congolaise en entier. Et là, je suis en train de prendre une exception pour mon père Vital Kamerhe, qui est toujours prisonnier. S'il n'était libre, on aurait vu les choses autrement. Mais comme il est toujours prisonnier du pouvoir en place, c'est ainsi que les choses ne marchent pas. Malheur à ceux qui disent que les Bashi ont été servis, alors qu'en réalité, les Bashi ont été ruinés. Comme je le disais, en 2018, on arrivait facilement. Aujourd'hui, on ne sait pas arriver. Voilà, c'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission. Merci donc et à la prochaine.